Après Copenhague fin septembre, Munich, on en parlait plus tôt dans le journal, les drones viennent perturber le trafic aérien et sèment l'inquiétude. Aujourd'hui, on compte plus de 7 millions de drones civils dans le monde utilisés pour filmer, livrer, surveiller ou secourir. Mais il y a aussi cette question. Et demain, est-ce qu'ils voleront en essaim? Est-ce qu'ils seront capables de plonger sous la mer? Est-ce qu'ils pourront se miniaturiser jusqu'à peser quelques milligrammes? Mais ils se transforment aussi en outils de guerre ou en outils de secours. C'est tout cela qu'on va voir ensemble avec vous, Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume, merci Bonjour, d'être Nadia. là. Il y a eu d'abord cette semaine cette idée dont on a aussi parlé sur cette antenne, c'est ce mur anti-drone européen. D'où vient cette idée? L'idée, en fait, c'est de montrer que l'Europe peut réagir face à une accélération. On en a parlé rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a d'abord vu des drones qui ont survolé le territoire de la Pologne, d'autres ont survolé le Danemark, Copenhague le 22 septembre et Oslo ont fermé leur aéroport. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a qualifié cet incident d'extrêmement grave à travers toutes ces survols répétés qui ont perturbé effectivement le fonctionnement d'aéroports. C'est le cas aussi récemment à Munich. Et puis, donc, on a vu cette réaction d'Ursula von der Leyen qui appelle à présenter une réaction robuste et unie aux incursions de drones russes à nos frontières. Je cite, alors l'idée c'est peut-être de s'inspirer de l'expérience ukrainienne. L'Ukraine en a fait devenu un véritable laboratoire mondial de l'antidrone avec son réseau Atlas, pas moins de 8500 détecteurs qui testent quotidiennement des Shahed iraniens, des drones russes. Cette expertise ukrainienne, elle a aussi été récupérée par plusieurs pays, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, qui ont mis en place un Baltic Drone Wall. L'idée, c'est de mettre en place une barrière de détection le long de la frontière avec la Russie. Et c'est effectivement cette idée que l'Europe aimerait généraliser pour protéger le continent. Et pourquoi est-ce qu'il a été si difficile jusqu'à présent de les arrêter, ces drones qui viennent survoler plusieurs pays européens? Ce qui est assez frappant, en fait, c'est qu'il y a de plus en plus de drones, tout simplement. On voit même des essaims de drones. Alors, depuis l'apparition, en réalité, de ce terme que l'on doit au mot anglais, en référence au bourdon, on a un petit bruit qui peut rappeler lorsqu'on voit le fonctionnement de certains drones. Et depuis l'utilisation par les Américains en 1917 des premiers drones militaires, on voit depuis 1990 la montée en puissance des drones militaires, le Predator américain notamment dans les années 90 qui a été utilisé au Kosovo ou encore en Afghanistan. Donc l'idée c'est de réagir face à ces attaques qui peuvent être asymétriques, c'est-à-dire que parfois on doit déployer des armes qui coûtent jusqu'à 1 million d'euros pour mettre hors d'état de nuire des drones qui ne coûtent que quelques milliers d'euros. Une frégate française en a fait l'expérience récemment. Et puis, on voit aussi une réaction, comme dans ce sujet de France 2. On va utiliser parfois des fibres pour pouvoir échapper aux tentatives de brouillage GPS, notamment, qui sont mises en place pour protéger contre l'incursion de drones. Vous le dites à l'instant, alors on va développer un peu plus. Quelles sont les techniques, justement, d'interception qui existent aujourd'hui? Oui, on joue un petit peu au chat et la souris, en fait, avec la protection contre les drones. Il y a plusieurs technologies très intéressantes. Il y a notamment une technologie que l'on doit aux Français, les lasers français LMAP. Alors, l'idée, l'armée française fait état de 100% de réussite, c'est-à-dire qu'on va pouvoir détruire un drone à 1 km de distance pour quelques centimes par tir, hein, donc c'est très efficace. Ça fonctionne très bien. Le seul petit bémol, c'est que par mauvais temps, en réalité, c'est un petit peu moins efficace, mais il y a d'autres technologies très intéressantes à suivre, notamment une technologie d'armes à micro-ondes. Hein, on doit ça aux Américains avec la révolution Léonidas, un système qui a été mis au point par les Américains d'Epirus. Et là, on va pouvoir détruire pas moins de 49 drones en une seule salve, c'est-à-dire que là, on s'attaque vraiment aux fameux essaims, les essaims de drones. Le faisceau est dirigeable électroniquement, on peut viser très rapidement plusieurs drones sans déplacer mécaniquement l'antenne, et les drones peuvent être désorientés, on va tout simplement les brûler. Bref, on va les mettre hors d'état de nuire. Il y a d'autres technologies qui sont très intéressantes. J'ai envie de vous citer un système de détection acoustique, c'est-à-dire, là, c'est une technologie française que l'on doit à Diplomatix, qui va utiliser des micros couplés à l'intelligence artificielle pour identifier un drone à son bruit caractéristique avec 95% de fiabilité. Et puis, on a aussi des filets de drones intercepteurs, alors, ou même des aigles, mais ça, c'est un petit peu au cas par cas et c'est pas déployable de manière extrêmement massive très facilement. Ce qui nous amène à se demander, évidemment, à quoi pourraient ressembler les drones du futur. Eh bien, on peut penser, Nabia, qu'ils sont de plus en plus petits. Je me suis intéressé à un drone qui s'appelle le Black Hornet 4, qui fait pas moins de 70 grammes, qui est déjà utilisé par 19 pays de l'OTAN, que l'on voit en ce moment sur
sur l'écran, une autonomie seulement de 30 minutes, mais quand même une résistance au vent de 55 km/h, ce qui est quand même une véritable prouesse pour des drones de plus en plus petits. On le voit également en Chine avec Coulomb Fly. Là, on a 4,21 grammes, c'est-à-dire c'est un drone solaire à vol continu, plus léger qu'une feuille de papier. On va également voir des drones sous-marins, ça il ne faut pas le sous-estimer, notamment le modèle Sea-Wing qui peut collecter des données bathymétriques, température, salinité, c'est-à-dire ça va permettre d'anticiper là, les attaques sous-marines. Et puis l'idée en réalité, c'est d'avoir des armes qui soient plus agile, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déplacer, pouvoir réagir en permanence. Là, je voulais quand même vous citer certains travaux que l'on doit notamment à l'EPFL. Les universités américaines sont également très en pointe. Il y a certains drones solaires donc, qui n'ont besoin de rien. Et puis, ces drones du futur, en réalité, ils risquent d'être encore plus légers. J'ai même vu à l'ETH de Zurich, vous savez, cette université suisse, ce qu'on appelle des robots mous, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur certaines fonctionnalités, notamment de matériel, qui vont essayer de mimer les muscles pour avoir des robots de plus en plus adaptables. J'ai voulu vous montrer un drone. C'est assez fascinant. On peut s'intéresser aussi à travers l'initiative comme RoboFly à des robots qui vont répliquer en fait le fonctionnement des insectes, dans des robots, des drones de moins en moins détectables et de plus en plus intéressants. Je pense qu'on verra ça de plus en plus à l'avenir. Le drone que j'ai sur le plateau, c'est un DJI Avata. Il n'a que 3 ans, il faisait 500 grammes. Aujourd'hui, il y a le modèle, donc on le contrôle en regardant à distance, une trentaine de minutes d'autonomie, peut-être un peu moins. Aujourd'hui, Avata 2, il fait déjà 200 grammes de moins, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus, et je ne vous parle même pas du DJI Mini Pro. Vous savez, DJI, c'est cette marque chinoise qui a détrôné 3D Robotics, la marque américaine qui faisait un petit peu le là dans les drones grand public, dont on voit qu'il continue d'intéresser de plus en plus. Donc on a des drones de plus en plus légers. J'avais fait une petite infographie pour montrer qu'à chaque fois, en fait, le poids tout simplement des drones n'arrête pas de baisser. De plus en plus léger. Merci beaucoup, Guillaume. Merci pour cette chronique qu'on retrouve sur vos réseaux sociaux. Merci à vous.